Exactement. Louise, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est cette semaine de l'IA à Saint-Plon? Oui, bien sûr, Guillaume. Bonjour à tous. Donc, effectivement, cette semaine de l'IA et des IA génératives, qui est un événement monté par Simplon, mais en partenariat avec le collectif Impact AI et le syndicat professionnel Numéum. Donc, l'objectif, c'est pendant toute une semaine de se poser tout un tas de questions autour de l'IA et des IA génératives. Beaucoup de questions en lien avec la formation, mais aussi avec des publics spécifiques. On a eu la chance hier d'accueillir un panel sur la question des femmes dans le domaine de l'IA et des IA génératives. Aujourd'hui, on aborde la question des personnes en situation de handicap. Demain, on se posera la question de en quoi l'IA va modifier les métiers, donc les métiers techniques du numérique, mais aussi d'autres, on le verra. Quels sont les enjeux de formation autour de ces métiers de l'IA, de ces nouvelles compétences en IA et en IA générative. Et puis voilà, toute la semaine est rythmée par des challenges, par aussi des événements en présentiel. On lance vendredi matin à Lille notre deuxième session Méta Simplon, qui sont des formations, des ateliers de formation de 3 heures aux IA génératives. Voilà, donc c'est un joli programme. Évidemment, on a beaucoup de choses qui se passent pendant cette semaine de l'IA, mais derrière, en longue traîne de l'événement, jusque fin juin, il va y avoir des contenus, il va y avoir des communications, le résultat d'un certain nombre de challenges. On a lancé un hackathon dans le cadre de Avulia, qui est le challenge côté Microsoft cette fois-ci. On a lancé un hackathon avec Ernst Young et Microsoft, dans lequel participent certaines de nos apprenantes Simplon. Donc voilà, on aura le résultat de ce challenge courant juin. Voilà, il y a plein d'activités et plein de choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année scolaire. Super, excellent. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Ce matin, on va donc parler IA générative au service des personnes en situation de handicap. Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, les IA génératives, on fera un petit peu le distinguo entre l'intelligence artificielle et l'IA générative, mais tout ça nous submerge avec beaucoup de promesses vastes, variées, qui vont de l'amélioration de l'accessibilité numérique jusqu'à la création de nouvelles opportunités. On nous promet beaucoup de choses. Et donc, ce matin, on va pouvoir échanger avec un panel d'experts avec des points de vue assez différents, mais complémentaires. Au niveau de Simplon, on pense que vraiment la tech doit être au service des humains et de la planète, hein. C'est un peu la baseline de Simplon Foundation. Donc, la tech au service de l'inclusion, de la diversité, une tech responsable, éthique, solidaire, écologique. Donc, les choses vont très, très vite. Il faut se rappeler que ChatGPT est sorti, je crois, en novembre 2022. Donc, ça fait même pas 2 ans que les choses sont en place et diffusées sur la place publique. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de comprendre. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir trois intervenants avec qui on échange très souvent sur ces sujets-là. Euh, Ce matin, on va écouter ma collègue Stéphanie Dubreuil, qui travaille chez Simplon et qui est experte diversité et inclusion. Donc, tu nous expliqueras un petit peu ce que ça représente. On va écouter aussi Philippe Trottin. Alors, Philippe Trottin, vous travaillez chez Microsoft depuis quelques années, si Oui, j'ai bien 25 ans de bons et loyaux services. ans. Voilà, et depuis 2015, vous occupez le poste de directeur de la mission handicap et accessibilité numérique chez Microsoft. Donc, bienvenue et merci d'être là. Et Farid Marouani, vous êtes directeur des opérations de APF France Handicap, Association des paralysés de France. Et donc, vous nous expliquerez un petit peu en quoi consiste Bonjour à toutes et à tous. votre Merci. mission et votre point de vue sur tout ça. Moi, j'ai bien envie de commencer par le point de vue de la tech, même si Microsoft, on le voit avec vous, Philippe, vous passez du monde de la tech au monde de la société civile très facilement en même temps. Alors, peut-être un petit rappel sur ce qu'est l'IA générative versus l'intelligence artificielle et puis les implications pratiques dans les environnements professionnels, les nouveaux métiers, avec forcément un petit focus sur la partie handicap, accessibilité et employabilité.
Oui, bah merci Guillaume. Déjà, en introduction, je suis assez aligné avec la vision de Simplon sur le fait que la tech doit servir l'humain, hein. C'est vraiment ça qui est important. Si on en vient déjà à la définition finalement de ce que c'est que l'intelligence artificielle, hein, si on regarde un petit coup sur Wikipédia, globalement, ils indiquent que c'est des machines qui présentent des capacités associées généralement à l'intelligence humaine avec différentes sous-thématiques, hein, une thématique d'apprentissage, comment apprendre au fil du temps sans intervention particulière, donc comment les machines apprennent, comment on perçoit de l'information, on est en capacité d'analyser des images, d'analyser du texte, voilà, de percevoir des informations comme le fait un homme ou une femme. Et puis des aspects aussi cognitifs, hein, comment être en capacité finalement de tirer des conclusions, de générer du contenu, tout ça en partant des données existantes. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution de l'IA, dans les années 50, on parlait déjà en fait d'intelligence artificielle, hein. Dans les années 90, on a commencé à parler de machine learning, donc qui est finalement un sous-ensemble de l'IA qui permet aux machines justement d'apprendre à partir de volumes de données existants. On a ensuite abordé dans les années 2020 le deep learning avec toutes les techniques d'apprentissage automatique, hein, avec des couches de réseau de neurones pour pouvoir traiter de la donnée, prendre des décisions. Et puis là, on aborde, et nous, chez Microsoft, on a tendance à dire qu'on est dans l'année 2 cette année. On aborde effectivement les sujets autour de l'IA générative, ce qui est finalement la capacité de créer de nouveaux contenus qui peuvent être basés sur du contenu existant, mais qui sont complètement nouveaux, qui ont été créés, qui sont créés par les machines à partir d'un invité de commande. Donc, on appelle prompt chez Microsoft, hein. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui utilisent la même terminologie. Donc, la capacité finalement à interroger en langage naturel la machine pour récupérer un certain nombre d'informations de façon automatique. Alors si on complète un petit peu, on se dit mais pourquoi on en est là simplement aujourd'hui? Bah, il faut savoir que finalement l'intelligence artificielle et cette capacité d'IA générative n'est possible que parce qu'on a aujourd'hui du cloud, donc la capacité finalement de stocker de très très gros volumes de données dans des gros data lakes, la capacité aussi de collecter ces informations avec des objets connectés, hein, notamment les téléphones, hein. On capte beaucoup d'informations à travers le micro de son téléphone, la caméra, un gyroscope, enfin il y a tout un tas d'informations collectées en quotidien et des algorithmes qui du coup peuvent bénéficier d'une très très forte capacité de calcul pour fournir un service à un utilisateur. Donc typiquement, je prends un exemple concret. Je prends mon téléphone, je prends une photo, cette photo va être analysée et va pouvoir être décrite oralement à un utilisateur qui aura pris la photo, mais qui n'est lui-même pas en capacité peut-être de voir de par son handicap visuel. Très bien. Merci beaucoup pour ce rappel. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme impact pour les personnes en situation de handicap en termes d'accessibilité? On sait qu'aujourd'hui, alors même si on a eu l'annonce ce matin avec Albert, l'intelligence artificielle qui va se mettre au service des services publics, en quoi, enfin, on sait que les services publics sont pas forcément accessibles, il y a assez peu d'accessibilité. Est-ce que ça va améliorer les choses? Et puis d'un point de vue global, au niveau de l'employabilité des personnes en situation de handicap, est-ce que ça peut générer de nouvelles opportunités? Alors, ben, en fait, ces outils sont complémentaires avec ce qui existait déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle déjà beaucoup d'accessibilité numérique au niveau des outils et des usages pour les utilisateurs. Typiquement, quand on va parler d'un lecteur d'écran pour une personne non-voyante, le lecteur d'écran, la voix qui est utilisée, c'est une voix qui a été améliorée avec de l'intelligence artificielle. La capacité de faire de la dictée vocale, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Alors là, on n'est pas sur de l'IA générative, mais déjà, on voit que les premières solutions d'IA, qui sont assez récentes hein, finalement en termes d'implémentation, hein, on parle pour de la reconnaissance d'objets, par exemple, au niveau de l'IA, la capacité à ce qu'une machine ne se trompe pas comme le ferait un humain ne date que de 2016, hein. Donc c'est quelque chose qui a moins de 10 ans sur déjà les basiques d'intelligence artificielle, sans parler d'IA générative. Alors, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on peut avoir des scénarios qui sont complètement novateurs. Je vais donner un exemple.
Imaginons que le site de la SNCF ne soit pas accessible. Je prends un exemple, c'est pas forcément vrai, et on peut éventuellement le faire aujourd'hui avec un lecteur d'écran, mais imaginons un site qui soit inaccessible. Et je vais pouvoir, en fait, avec une utilisation d'IA générative, avec un prompt, simplement dire à ce site, ben, est-ce que tu peux me donner les horaires d'un train qui part demain matin à partir de 10 heures et qui arrive voilà, dans la ville, je sais pas, de Pau, par exemple. Bah, typiquement, même si le site n'est pas accessible et que donc la personne n'ait pas pu naviguer sur ce site de façon traditionnelle, l'IA générative va pouvoir aller chercher ces données, exploiter ces données et les restituer sous une forme accessible. Donc, on ne va pas dire que l'IA générative va permettre finalement de régler tous les problèmes, mais à partir du moment où les données sont disponibles, l'IA va être capable d'indexer ces données et on va pouvoir requêter cette information plus facilement. D'autres exemples assez concrets, imaginons quelqu'un qui arrive en retard à une réunion. Alors aujourd'hui, on est sur Zoom, mais côté Microsoft, on a des outils comme Teams pour tout ce qui va être réunion, collaboration, etc. Typiquement, j'arrive en retard à une réunion, je vais pouvoir demander à l'outil de me résumer ce qui a pu être dit depuis le début de la réunion. Donc ça va me permettre d'avoir une information pertinente, voire même j'ai une déficience auditive, j'ai pas pu entendre ce qu'a dit un interlocuteur, je vais pouvoir poser la question en live à l'IA pour pouvoir dire bah tiens, qu'est-ce qu'a dit telle personne ou est-ce que tu peux me résumer les points les plus importants qui ont été dits dans une réunion, voire même me faire la synthèse automatique de la réunion. Donc ça apporte un certain nombre de bénéfices qui forcément révolutionnent le fonctionnement. Après, on va avoir des scénarios également intéressants sur de la génération de documents, hein, puisque nous, côté Microsoft, on a intégré l'IA générative dans ce qu'on appelle Copilot, hein, Copilot qui est finalement, on va dire, l'intégration de ChatGPT dans la suite Office qui indexe pas simplement les informations présentes sur le web, mais qui va aussi s'appuyer sur tous les objets, ce qu'on appelle le graphe d'objets de Microsoft, c'est-à-dire les conversations que l'on a pu avoir, les mails échangés, les documents que l'on a publiés, etc., etc. Et donc, on peut accéder à de l'information simplement en requêtant, en disant, ben, est-ce que tu peux me dire, par exemple, quand j'ai ma prochaine réunion avec telle personne? Et donc, l'IA générative va aller chercher dans mon agenda l'information et me la restituer. Voire même, je suis non-voyant, je dois faire une présentation, parce qu'on m'a demandé de faire une présentation. J'ai fait un document Word sur un sujet donné. J'ai besoin de générer une présentation PowerPoint bien faite, jolie, avec une structuration correcte. Ben, je vais pouvoir le faire directement avec Copilot en disant à Copilot, est-ce que tu peux me générer une présentation en 10 slides sur la base de ce document Word? Et à partir de là, l'IA va automatiquement me générer cette information. Donc ça apporte un certain nombre de scénarios vraiment très intéressants pour répondre à tout un tas de difficultés, tout un tas de handicaps. D'accord. Ce que je comprends, c'est que ça va perturber ou améliorer l'efficacité peut-être d'un certain nombre de métiers. C'est-à-dire que on va devoir agir un peu sur la relation humain-machine, puisqu'il va falloir s'approprier ces outils et s'habituer à avoir une machine qui nous explique ce qui s'est passé dans la réunion. Donc, ça va booster la productivité, certainement. En tout cas, ça va revoir l'organisation des services publics, privés au sens large. Au niveau de l'emploi même des personnes en situation de handicap, parce que là, on est plutôt sur l'organisation et les outils de l'organisation et la partie RH, management, formation des équipes, mais sur l'emploi même des personnes en situation de handicap, pardon, est-ce qu'il y a des impacts qu'on peut anticiper? Alors oui, eh ben, pour compléter ce qui a été dit, finalement, la science-fiction a un peu anticipé ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein. Si on regarde le film 2001 Odyssée de l'espace, qui commence à dater un petit peu, l'interaction de l'humain avec la machine était une interaction vocale qui était faite automatiquement, dans laquelle on parlait à l'IA comme on le ferait à un humain. Et on peut même se demander, parce que si on fait un peu de prospective, on peut même se demander si demain on continuera à avoir un ordinateur avec un clavier ou si ça révolutionnera complètement même l'aspect matériel et ce qui existe également aujourd'hui, quoi. Euh, pour aller sur le volet emploi, il y a des aspects qui sont importants puisque finalement,
pour pouvoir employer quelqu'un en situation de handicap, il faut lui fournir un environnement adapté. Et dans la mesure où le nombre de métiers nécessitant l'usage d'outils numériques au quotidien augmente de façon considérable, hein, les projections, c'est que d'ici 2030, hein, donc c'est dans 6 ans, il y aura 70% en fait des personnes qui utiliseront au quotidien le numérique. Donc ça veut dire quand même que c'est un sujet, si ce numérique n'est pas inclusif, typiquement on se coupe tout de suite la possibilité de recruter des gens qui ne seraient pas en capacité d'utiliser cet environnement. Donc pour moi, l'IA générative vient en complément déjà de ce qui existe dans l'accessibilité numérique. J'en ai fait d'ailleurs mon cheval de bataille depuis ces dernières années, puisque je vais aider les organisations à essayer de comprendre les solutions existantes pour adapter les postes des personnes en situation de handicap. Donc c'est intéressant parce que ça rajoute, on va dire, des possibilités complémentaires à des gens qui ne pourraient peut-être pas, avec les outils traditionnels, faire leur métier dans de bonnes conditions. Le point qui est important aujourd'hui, c'est que la plupart de nos clients, en fait, réfléchissent justement au scénario d'usage, à la fois pour répondre à différents métiers dans leurs organisations, hein, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Donc, dans chaque métier, on peut s'approprier l'IA générative et regarder en quoi ça peut amener un certain nombre de bénéfices. Mais il y a également de la part des référents handicap ou des référents accessibilité numérique dans les grandes organisations, des initiatives qui sont lancées pour regrouper les gens en situation de handicap, leur proposer ou leur présenter les outils existants en termes d'IA générative et voir avec eux les difficultés qu'ils rencontrent pour voir comment l'IA générative peut solutionner ces difficultés. J'ai un atelier pas plus tard que dans 2 semaines, par exemple, avec Total Energy sur le sujet, sur lequel on fait un atelier en commun, en fait, avec des experts de l'IA générative et en même temps des gens qui rencontrent des difficultés vis-à-vis du système d'information pour essayer de faire le gap et d'imaginer les scénarios pour pouvant les aider au quotidien. Voilà. D'accord, très bien. Si je comprends bien, aujourd'hui, on a beaucoup d'idées. Il y a des cas d'usage qui se dessinent, qui se collectent, et c'est un petit peu la méthode aujourd'hui partagée par pas mal d'acteurs. C'est-à-dire, c'est du test and learn. C'est-à-dire qu'on regroupe des experts IA générative, des usagers ou des personnes en situation de handicap. On partage des besoins, des problématiques, et on voit comment on peut faire correspondre les deux. Oui, alors c'est effectivement beaucoup de test and learn et je pense que c'est important parce que euh, même nous, en interne, en étant quand même des utilisateurs privilégiés puisqu'on a accès à toute l'IA générative que Microsoft propose, nous-mêmes, on essaye d'apprendre à voir comment on va être plus efficace et on a tendance habituellement, quand on rédige un document, par exemple, on a tendance souvent à aller sur des moteurs de recherche pour aller chercher les documents, s'inspirer de ce qui a été fait, pouvoir synthétiser de l'information pour générer. Finalement, l'approche aujourd'hui est complètement différente. On a une approche dans laquelle on demande finalement à un outil comme Copilot d'aller synthétiser déjà de l'information, ce qui nous permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps et puis de ne pas oublier des choses. Typiquement, hier, j'étais sur un événement autour de l'intelligence artificielle et de la santé. Bah, j'ai demandé à Copilot de me générer des idées de façon à voir si j'avais pas de trou dans la raquette par rapport à ce que j'allais présenter, parce on est humain, on peut oublier des choses, là où l'IA générative va aller beaucoup plus vite à synthétiser de l'information. Après, il y a quelque chose qui est excessivement important quand on va parler aussi de solutions d'IA générative, c'est s'assurer que l'interface et l'usage de cette IA générative est bien inclusive. Donc, je vais donner quelques exemples hein, vis-à-vis de Copilot. La capacité à manipuler l'interface à la fois avec son clavier, mais aussi à la voix, parce que certaines personnes vont être empêchées d'utiliser un chatbot avec un clavier. Donc, il faut avoir cette capacité. Il faut que, on puisse suggérer des requêtes basées sur soit l'historique d'usage, soit les requêtes les plus évidentes que l'utilisateur peut utiliser. Parce que quand on se retrouve face à un prompt sur lequel il faut aller poser une question à l'IA générative, ben, on se retrouve un peu dans le syndrome de la page blanche, quoi. On se dit, mais comment je vais démarrer, quoi? Il faut apprendre, et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, je vais donner des cours de prompt dans certaines écoles. Il faut apprendre à utiliser cette IA générative pour savoir comment requêter cette information.
donner du contexte, préciser dans quel cas de figure l'information on va l'utiliser. Parce que si on donne cette information à l'IA générative, elle va pouvoir nous fournir une information appropriée. Indiquer le style. Est-ce que je veux un résultat qui va être adapté à des adultes ou à des enfants ou à certaines personnes en situation de handicap? Donc, je vais pouvoir en fait lui fournir cette information. Il faut aussi, bien entendu, que je puisse obtenir un résultat de façon sonore et pas uniquement visuelle, pour qu'une personne qui soit empêchée de voir l'écran puisse avoir une information qui est parlée en fait avec de la synthèse vocale. Il faut que je limite la surcharge cognitive parce que certains utilisateurs peuvent être gênés par un surplus d'informations ou des choses qui peuvent les stresser par rapport à la façon dont l'IA générative va répondre. Donc il y a aussi ces éléments-là. Euh, voilà, c'est assez étendu. Il ne faut pas se dire simplement est-ce que l'utilisateur va être en capacité de faire, mais il faut aussi voir comment on va gérer cette interaction et cette conversation entre l'IA et l'utilisateur. Je vais donner un exemple assez sympa de ce que font, par exemple, nos équipes éducation chez Microsoft. On peut dire à l'IA générative, tu es Napoléon et tu as 30 ans. Et donc, on va maintenant t'interroger comme si, et tu dois répondre en tant que Napoléon à 30 ans. Et donc, on va pouvoir découvrir l'histoire, par exemple, simplement en interagissant avec ce personnage virtuel qui va être incarné par cette IA. Ou un enseignant peut se dire, bah, tu es mon assistant et tu vas m'aider à rédiger un QCM. J'ai besoin de 10 questions à 3 choix possibles basées sur ce cours-là. C'est pour des élèves qui ont tel âge. Et à partir de là, l'IA générative va se mettre dans la peau de l'assistant de l'enseignant. Donc, voilà. Et pareil, on peut très bien à l'IA générative dire, bah, j'ai telle situation de handicap. Et par rapport à ma situation de handicap, est-ce que tu peux m'aider à faire telle et telle action? Et là, l'IA, du coup, va tenir compte de cette situation-là humaine pour répondre correctement à l'utilisateur. Donc les scénarios, oui, sont assez vastes sur ce que l'on est en capacité de faire. Ouais, c'est vaste et assez enthousiasmant. On a l'impression que ça va générer énormément de choses. Il y a quand même des compétences de base, parce que si je vous comprends bien, il faut savoir de où on parle finalement, de où on part, même tout simplement. Il faut savoir ce qu'on veut aussi quand on prompte, et c'est pas toujours évident, même y compris sans IA générative. Il faut savoir le formuler, ce qui est encore autre chose, c'est d'autres compétences. Et si je comprends bien, il faut procéder par itération, parce que la machine euh, peut avoir des questions à poser. D'ailleurs, on peut lui demander de poser des questions de clarification. Donc, tout ça, c'est des nouvelles compétences et bravo pour les ateliers avec les enseignants ou les scolaires, les étudiants pour apprendre à prompter. Merci beaucoup. Je vais me tourner virtuellement vers Farid. Farid, donc vous êtes directeur des opérations chez APF France Handicap. Peut-être un Bonjour. bref rappel sur APF. Et, et moi, j'ai bien envie de vous poser la question, comment, enfin, où est-ce que vous en êtes en fait sur cette question des IA génératives? Est-ce que vous y réfléchissez, vous les avez intégrées? Comment on traite un tel sujet qui est une révolution technologique, sociétale, économique? Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je me suis posé la question hier de savoir si j'allais demander à ChatGPT de me préparer cette intervention ou si j'allais la faire moi-même sur mes émotions et mon ressenti de quelque chose qui est en effet très nouveau pour nous, hein. Évidemment, on n'est pas Microsoft, donc on n'a pas accès à toutes les informations qu'ont les grosses entreprises de la tech sur ce sujet-là. Donc, euh, on- euh, Petit rappel sur APF France Handicap. Donc, APF France Handicap, c'est la première association de défense des personnes en situation de handicap, hein, autour de trois métiers, une offre de services médico-social au travers de 450 structures où on accueille les personnes en situation de handicap dans des écoles, dans des foyers, dans des centres de soins, une offre de défense des droits, donc c'est la plus importante, hein, où là, sur ce sujet, on va essayer d'interagir pour que les personnes en situation de handicap soient représentées et soient intégrées à cette nouvelle génération de technologies, à ce nouveau bouleversement technologique. Et enfin, un truc important, on a une offre d'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi au travers d'entreprises adaptées et des AT. Et au sein de l'APF France Handicap, c'est quand même 6 000 personnes, dont 4 000 en entreprises adaptées.
En effet, hein, Guillaume, tu l'as dit, l'IA, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour nous, hein, donc on est évidemment en veille très très active sur le sujet, avec les compétences qu'on a chez nous. Et on regarde avec attention les menaces et les opportunités, hein. On reste quand même attentif aussi aux menaces et les opportunités que va générer ce bouleversement technologique. Parce que pour nous, les enjeux, ils se situent à plusieurs niveaux. Euh, euh, il y a des enjeux autour de la façon dont on va accompagner les personnes en situation de handicap. Donc là, on espère beaucoup d'opportunités. Et Philippe, on a rappelé quelques-unes pour améliorer à la fois l'accompagnement, notamment pour nos ergos, nos infirmières, de permettre un accompagnement beaucoup plus individualisé. Je pense qu'il va y avoir des sujets là-dessus. Évidemment pour améliorer l'accessibilité numérique des personnes en situation de handicap. Euh, on va aussi regarder les opportunités pour améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap. Euh, euh, pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc là, c'est un sujet évidemment qu'on regarde de près également. Euh, mais il y a quelque part une menace derrière, parce qu'il faut pas oublier, je vous donnais un petit panorama par exemple, dans les entreprises adaptées, où on emploie 4000 personnes en situation de handicap, 80% des personnes sont infra-bac et ont plus de 50 ans. Donc, ça a déjà été très, très, très dur pour nous, et on l'a beaucoup fait avec Simplon ou d'autres partenaires dans la formation, et beaucoup avec la GFIP, et notamment au travers du programme Talent Digital. Et merci à eux d'avoir lancé ce programme, de déjà rattraper leur retard sur leurs compétences en numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile de travailler quand vous n'avez pas des compétences dans le domaine du numérique. Euh, et sur les 4000 personnes, 50% ont une activité tertiaire chez nous, donc dans des métiers de back-office, call center, etc. Parce que malheureusement, quand vous êtes en situation de handicap, bah, vous n'avez pas eu accès au même diplôme que les personnes qui sont dans cette salle. Donc pour nous, et donc quand on fait le constat de ce qui s'est passé pour les personnes en situation de handicap par rapport au numérique dit classique, c'est-à-dire qu'on s'est mis à les former beaucoup, 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 beaucoup plus tard que les personnes qui ont eu la chance de faire des études et de s'intégrer dans un monde professionnel qui eux-mêmes achètent des formations pour leurs salariés. Bah, nous, les personnes en situation de handicap, on a dû rattraper ce retard à coup de grands investissements. Et à l'époque, on avait construit avec le gouvernement le fameux PIC, le plan d'investissement compétences, qui nous a quand même, il faut le dire, permis de rattraper un tout petit peu le retard pour une partie de la population en situation de handicap. Donc j'espère que pour l'IA, on va être en avance et qu'on va le faire avant. J'ai souvent des échanges avec Stéphanie sur le sujet, de se dire cette fois-ci, il ne faut pas qu'on se retrouve en fin de chaîne de valeur à accompagner les personnes en situation de handicap qui sont sans emploi ou même celles qui sont en emploi, pour les accompagner sur ce sujet, pour qu'elles soient prêtes au moment où tous les outils sortiront sur le marché, et qu'il n'y ait pas une intelligence artificielle à deux vitesses. La deuxième menace que je vois, cette fois-ci plus pour les outils qui vont améliorer le sort des personnes en situation de handicap, c'est que souvent, les modèles économiques, et on le voit bien, les modèles économiques font que les startups ou les entreprises de la tech privilégient des secteurs qui vont être beaucoup plus rentables, les secteurs bancaires, les secteurs plus, on va dire, plus capitalistes classiques. Évidemment, sortir des produits ou des applications qui vont générer de l'amélioration pour les personnes en situation de handicap, ces startups-là vont avoir moins accès à des financements. On le voit dans le digital classique, hein. Nous, on a repris 3 startups au sein d'APF France Handicap parce elles arrivaient pas à se financer sur les marchés. Elles n'arrivaient pas à se financer auprès des fonds d'investissement classiques. Donc, euh, donc nous, on sera assez vigilants aussi en tant qu'ONG à faire en sorte que de faire émerger des startups qui vont pouvoir utiliser l'IA pour construire des applicatifs qui amélioreront le sort des personnes en situation de handicap. Merci Farid. Moi, j'ai bien aimé votre idée d'intégrer la thématique du handicap
le développement, l'intégration des nouvelles compétences IA génératives. Là, on est sur la thématique du handicap, mais il y a énormément de personnes qui ont, à un moment dans leur vie, sans être reconnus travailleurs handicapés, qui ont une difficulté parce que accident de la vie, parce que migrants, parce que, enfin, il y a énormément de situations. Donc, le fait de mettre les personnes en situation de handicap devant, comme vous le disiez, c'est-à-dire les intégrer dès maintenant, ça permet de prendre de l'avance en fait sur l'inclusion de tous les publics qui peuvent rencontrer à un moment ou un autre des difficultés. Ça, c'est un peu l'histoire du handicap qui se met en avance et qui permet de créer des télécommandes pour les téléviseurs, des escalators, des ascenseurs, et etc., etc. Donc, le handicap comme source d'innovation et qui permet à une société de se mettre en avance pour l'intégration de tous les publics un peu plus fragiles, un peu désavantagés. Je trouve ça intéressant en termes de stratégie. Euh, Comment on s'y prend quand on est un acteur du handicap et qu'on voit ce sujet arriver là? On réfléchit, on met en place des ateliers, très, très concrètement en fait. Alors, ouais, donc nous, on lance alors c'est tout nouveau, hein, mais on lance un groupe de travail évidemment qui inclut tout le monde, y compris les personnes elles-mêmes, hein, dans ce groupe de travail pour réfléchir au sujet de l'IA. Pour ça, on a besoin d'être aidé d'experts externes. Hein. On n'a pas forcément, nous, c'est pas notre cœur de métier que de faire de la tech. Hein. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner des personnes. Donc évidemment, on se fait aider par des entreprises externes sur le sujet. Euh, et ensuite, on tire tout de suite la sonnette d'alarme auprès de nos partenaires institutionnels. Nos partenaires institutionnels, c'est évidemment l'État, puisqu'on est financé par l'État pour une grosse partie de nos activités. C'est évidemment la GFIP, c'est évidemment pour la partie emploi nos partenaires commerciaux. Donc donc c'est vraiment de discuter avec toutes les parties prenantes et l'État, hein, dont le rôle est d'assurer l'égalité entre les personnes, quel que soit leur état de santé ou quelles que soient en tout cas leurs conditions, et donc de bien d'être vraiment en amont sur ce sujet-là, pour pas qu'on se retrouve à être dans le train suivant de la technologie et pour faire en sorte que l'IA ne soit pas réservée à une élite, qu'elle soit une élite au titre de l'éducation ou une élite au titre financière. Donc, puisque malheureusement, les personnes en situation de handicap sont ou les migrants ou les personnes en insertion, plus souvent évidemment les personnes les plus précaires. Donc c'est vraiment une IA la plus inclusive possible. Donc nous, on va se battre et on va militer. Donc, on a avec tous nos confrères, Institut ONG, on est évidemment, que ce soit la Croix-Rouge, Emmaüs, Groupe SOS, toutes les grosses ONG et les moyennes et les petites aussi, en collectif pour être sur ce sujet dans le même train, même si on est en seconde classe, on acceptera quand même, mais en tout cas dans le même TGV que tout le monde pour faire ce chemin de l'IA. Merci Farid, bravo pour votre engagement. Et puis on est content du côté de Simplon de travailler avec vous sur ce sujet, puisqu'on est en train de lancer, c'est officiel depuis ce matin, on est en train de lancer un programme qui s'appelle IA générative au service du handicap, avec vraiment cette idée de mobiliser des acteurs visionnaires qui tâtonnent comme nous autour d'actions des ateliers de formation des personnes en situation de handicap, des actions d'accompagnement des acteurs qui se demandent parfois comment intégrer au mieux ces nouvelles technologies, ces nouvelles compétences. Et tout ça débouchera à l'issue de toutes nos actions expérimentales. Tout ça. D'ailleurs, je peux dire un petit mot là-dessus, Ouais, Guillaume, si compris, tu me vas-y. permets, pardon, de reprendre la parole. Un exemple vraiment pratico-pratique. On a beaucoup de collaborateurs qui prestent donc, hein, qui sont insérés dans l'emploi au travers d'une prestation de service qu'on réalise pour des gros clients dans des call centers, chez des clients prestigieux comme Enedis, EDF, etc., qui sont des entreprises très inclusives et qui embauchent donc des personnes en situation de handicap pour répondre au téléphone quand vous appelez pour vous raccorder à EDF. Aujourd'hui, donc on est mixé avec évidemment toutes les équipes des sous-traitants d'EDF dans ces métiers-là. Ce sont des plateaux purs inclusifs. Il n'y a pas que des personnes en situation de handicap. Et
on s'était aperçu, par exemple, que sur ces métiers du call center, on demande de plus en plus à nos collaborateurs d'avoir des notions de savoir prompter, évidemment pour pouvoir répondre aux clients d'EDF ou d'Enedis, de savoir prompter sur un truc. Et on s'était aperçu avec ces clients que nos collaborateurs, ceux d'APF France Handicap, étaient moins à l'aise que les autres collaborateurs des autres fournisseurs sous-traitants call center de ces clients-là. Donc, donc il faut vraiment, pour nous, former les personnes qui sont éloignées de l'emploi pour pouvoir leur trouver un emploi, mais aussi former le personnel existant pour qu'ils soient à égalité de chance dans leur progression de carrière vis-à-vis de leurs collègues assis à côté d'eux sur le plateau. Donc ça, c'est un exemple très, très concret, très, con- très concret qu'on vient d'expérimenter, si je puis dire, avec des collaborateurs sur un métier où savoir prompter va être indispensable pour garder son poste lorsque vous êtes dans des métiers du back-office tels que le call center omnicanal avec vos clients. Si vous permettez, par rapport à ça, en fait, on en est à peu près au même niveau que savoir utiliser un moteur de recherche correctement, en fait. C'est-à-dire, la difficulté, c'est qu'effectivement, le prompt nécessite une connaissance de l'utilisation de l'IA. Savoir prompter, effectivement, ça devient une compétence. Euh, Au même titre que savoir rechercher un document et une information pour pouvoir répondre à un client, qui était aussi potentiellement une difficulté, parce que les moteurs de recherche vont pas forcément au bout, ou parce que les moteurs de recherche qui sont souvent proposés ne sont pas si objectifs que ça. C'est un modèle économique qui est utilisé par Google, hein, pour faire de l'argent. Donc c'est pas pour rien globalement que de temps en temps, pour chercher une information, ben, on n'a pas forcément accès très facilement à l'information. Donc l'IA générative propose un autre modèle, en fait, entre guillemets. Effectivement, merci beaucoup. Stéphanie, du côté de Simplon, peut-être un bref rappel sur Simplon et la thématique du handicap. Euh, et puis, comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Simplon, un organisme de formation et centre de formation pour apprentis qui a été créé en 2013 par son cofondateur et président actuel Frédéric Bardot, a été créé en fait pour être inclusif et pour pouvoir former des personnes dans les métiers du numérique sur des niveaux qui vont de bac à bac plus 5 aujourd'hui, que ce soit sur le développement, l'infrastructure, l'intelligence artificielle, la data, etc. Et on forme aussi bien des demandeurs d'emploi que des salariés, hein, comme disait Farid, les salariés ont aussi besoin de se maintenir en compétences pour garder leur employabilité. Et dès notre première promotion en 2013, on avait déjà 2 personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai on est un organisme de formation inclusif parce qu'on recrute sans CV, sans condition de diplôme, hein, vous l'avez dit, messieurs, c'est vrai que les diplômes en France restent toujours aussi importants et on pense numérique, on pense très facilement ingénieur, on pense beaucoup moins technicien. On va recruter des gens sur la base de la motivation et aussi, bien sûr, sur la capacité à suivre une formation qui est intensive, hein, et ce sont des métiers qui sont complexes, donc il faut des formations relativement longues et relativement intensives. Et la pédagogie active qui a été développée, apprendre en faisant, apprendre avec ses pairs, permet vraiment une employabilité à la sortie de formation pour des gens qui n'ont pas eu, donc voilà, ils vont apprendre, ils vont mettre les mains dedans pour pouvoir être employables. Parce que l'objectif de Simplon, hein, c'est de former, certes, mais c'est de former pour accéder à l'emploi en permettant aux entreprises de se développer avec des compétences acquises par nos apprenants et permettre à ces derniers, bien sûr, d'accéder à l'emploi, sachant que 85% des handicaps arrivent à l'âge adulte, donc la plupart doivent se reconvertir, enfin, certains doivent se reconvertir, donc pourquoi pas sur des métiers en tension comme l'informatique. Et puis, bien sûr, le maintien dans l'emploi avec le reskilling de salariés. Donc, c'est vrai qu'on a créé une école avec Microsoft en 2018, hein, Microsoft, une école en intelligence artificielle, Microsoft by Simplon. L'objectif, c'était aussi de réduire les biais de genre, hein, que des personnes qui sont formées chez Simplon puissent travailler dans l'intelligence artificielle et ne pas avoir que ces fameux ingénieurs un peu issus tous du même moule.
Et on a créé en 2020 une promotion atypique avec des personnes qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, de développeurs en intelligence artificielle, accompagnés également par une EA à côté, avec 80% des gens qui sont en emploi. Et, et effectivement, comme Farid l'a rappelé, on a déployé le Pic Talent Digital de 2020 à 2023 qui était porté par la GFIP, ce qui nous a permis d'intégrer 850 personnes sur la France pendant ces 3 années qui étaient en situation de handicap dans ces métiers de l'informatique. Et chez Simplon, de nous améliorer sur l'accueil de personnes en situation de handicap plus éloignées de l'emploi, puisqu'on a aujourd'hui 12% de PSH dans nos promotions. On a créé un campus handicap avec des référents handicap en région, avec une animation quotidienne. On a traduit aussi nos outils en facile à lire et à comprendre. Alors ça, je pense que l'intelligence artificielle générative pourra nous aider pour poursuivre ce FALC, aussi bien au niveau de nos formulaires de candidature. L'objectif, c'est que les personnes en situation de handicap puissent arriver dans nos formations. On a sensibilisé bien sûr nos formateurs. Et on a développé aussi des formations auprès d'un public en ESAT avec Solidel, qui fait partie donc, de la mutuelle sociale agricole, pour pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap qui étaient parfois illettrées à l'utilisation de tablettes et pour pouvoir également utiliser tout ce qui est informatique, Internet en toute sécurité en formant aussi leurs accompagnants, donc les moniteurs d'atelier. C'est vrai que Farid disait que c'était aussi important de pouvoir former les personnes qui accompagnent et les personnes en situation de handicap. Parce que ce que cherchent vraiment les personnes en situation de handicap qu'on a pu intégrer, c'est vraiment l'emploi. L'emploi, on le sait, c'est un contrat de travail, ça permet d'être autonome, ça permet de reprendre confiance en soi, ça permet juste d'être inclus dans la société. Et pour ça, il faut passer par la formation. Donc après, sur ta question, Guillaume, sur l'intelligence artificielle générative, alors on a un studio pédagogique chez Simplon qui se tient au plus près des besoins des entreprises et des évolutions des métiers. Donc, il travaille dessus depuis plusieurs mois. Comme tu le disais, ChatGPT date de fin 2022. Et donc, on a inclus une initiation aux IA génératives au démarrage de chaque promotion, que ce soit à côté des formations en développement ou dans l'infrastructure. Ça va être aussi des initiations qui vont être incluses dans les SAS 100% handicap qui sont financés par la GFIP, notamment pour cette année 2024. Donc, tout ça, c'est récent. On continue à l'intégrer. C'est vraiment très important. De toute façon, comme ça a déjà été dit, tout ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap permet également à tous les autres de pouvoir avoir accès au mieux à la formation et donc à l'emploi à l'issue. Eh bien, Guillaume, on peut peut-être faire un point question. J'ai ouais, quelques questions dans le chat. tout à fait, très bien. Alors, je lis la première question. L'IA appliquée au RH et notamment au process de recrutement dans les entreprises, comment garantir le recrutement inclusif? Et plus précisément, comment un référent handicap peut/doit influer sur l'arrivée de l'IA dans son entreprise pour s'assurer que cette technologie appuie bien la politique handicap de l'entreprise, notamment sur la sélection des profils au moment du recrutement? Peut-être que Philippe, tu as des idées Oui, sur alors le... c'est un vaste sujet, parce que forcément, lorsqu'on est dans une entreprise, les services RH essayent de cibler des potentiels candidats qui sont alignés avec la description du métier qui est proposé par le manager qui recrute. C'est comme ça que ça se fait, et donc les ressources humaines essayent d'identifier les candidats. Non, je pense que le point qui est important, c'est aujourd'hui. On ne peut pas sélectionner sur la base uniquement d'informations documentaires. Et Stéphanie, d'ailleurs, l'a très bien dit, recruter sur la base uniquement d'un CV, c'est complètement illusoire parce que finalement, on oublie derrière l'humain. Et en plus, on a des gens qui ont plus ou moins capacité à bien se présenter et donc finalement à mettre en avant leurs forces et pas simplement mettre en avant
des difficultés en relation avec leur handicap. Et ça, c'est une vraie complexité, sachant que dans l'IA générative aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ailleurs de candidats qui génèrent leur CV automatiquement avec l'IA générative, hein. Il y a un certain nombre d'exemples qui existent sur Internet qui permettent de le faire. Non, je pense que ce qui est important derrière, c'est sur les phases d'entretien, c'est que les managers soient beaucoup plus conscients et ouvrent davantage la porte aux gens qui viennent candidater. Je sais que nous, on essaye maintenant de demander à nos managers de façon systématique d'expliquer aux candidats que l'entreprise se veut inclusive, qu'on sera en capacité de s'adapter à toute situation de handicap qu'ils pourraient avoir, et s'ils ont une difficulté particulière ou un besoin d'adaptation, qu'ils n'hésitent pas à en parler et qu'il y a une vraie mission handicap pour les accompagner. Et évidemment, dans les solutions qui peuvent être proposées en termes d'accompagnement, l'IA générative viendra en complément des solutions déjà existantes, qui peuvent être des adaptations d'objectifs, qui peuvent être des adaptations d'environnement de travail, qui peuvent être des accompagnements humains, etc., etc. Voilà. Après, chez Merci. Simplon, on accueille assez facilement les entreprises à venir recruter avec nous et voir Mm. comment on recrute aussi de manière inclusive, parce que on le sait, l'IA, effectivement, il y a énormément de sites où il faut renseigner son CV et le CV va bloquer sur l'IA va bloquer sur des compétences et donc les personnes, les entreprises passent à côté, hein. Mm. Je pense que il y a assez peu de sites. Alors, OK, on parle de nombre de CV et qu'il n'y a pas assez de personnes pour faire, mais très clairement, on oublie complètement l'humain et on passe à côté de très belles personnes. Euh, et les recrutements qu'on peut être amené à faire avec les personnes des services mission handicap ou des DSI ou des DSI, les gens repartent très enrichis et totalement subjugués par les personnes qu'ils ont pu rencontrer juste en échangeant sans avoir un CV sous le nez pour pouvoir suivre le parcours de la personne. Moi, je voudrais compléter sur cette question-là. Premièrement, nous, on espère que le CV va disparaître, comme ça nous permettra en effet d'avoir des recrutements les plus inclusifs possibles. Mais si jamais il perdure et que le CV perdure et qu'en effet, il y a une analyse sémantique des termes qui sont sur le CV, pour ceux qui ont envie de déclarer leur RQTH, j'espère que dans les dans les algorithmes ou les analyses sémantiques qui seront faites du CV, que le critère RQTH permettra de pousser le CV pour que la personne soit reçue et pour ouvrir le plus possible parce que pour avoir vu quelques outils, alors c'est vrai que tout est aujourd'hui, c'est beaucoup encore, c'est tout nouveau tout ça, donc tout ça va s'améliorer, hein, donc je fais la remarque sans du tout présager de l'avenir, mais comme aujourd'hui beaucoup d'algorithmes dans les outils d'IA qui repèrent les bons CV sont faits à partir des mots-clés des diplômes et des mots-clés, évidemment, de l'expertise demandée dans le métier recherché et que les personnes éloignées de l'emploi n'ont pas forcément ces mots-clés dans leur CV, ça fait que ça fait une double peine pour eux. Donc voilà, si on peut inverser en rendant plus inclusif, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de me déclarer RQTH et j'ai envie de dire que mon CV, il y aura des choses en moins dedans parce que j'ai eu un parcours différent. J'espère que ça sera étudié, analysé. En tout cas, j'avais fait la remarque à un éditeur de logiciels d'analyse de CV sur le sujet. Voilà. Mm. Je rajouterais peut-être un petit aspect sur l'emploi, parce qu'en définitive, et d'ailleurs dans les questions qui étaient posées dans le chat, il y a une question qui était intéressante. Savoir finalement prompter, c'est-à-dire savoir interroger l'IA générative facilement, ne nécessite pas forcément une compétence technique forte. Et donc des personnes qui auraient pu être empêchées d'aller faire des études supérieures ou des études spécialisées parce que justement malheureusement, les écoles ne sont pas aussi inclusives qu'on le voudrait, pourrait, entre parenthèses, contrebalancer ce déficit de compétences techniques par des compétences humaines et une capacité à dialoguer avec de l'IA générative. Et donc, je pense que ça peut, dans un certain nombre de scénarios, apporter un plus euh, par rapport aux outils déjà existants d'adaptation au handicap, quoi. Si je comprends bien,
dans un monde complexe et pour une entreprise qui se veut inclusive, donc qui intègre à la fois la complexité de tous les handicaps et la complexité humaine et ses propres biais, on pourrait en parler, l'IA générative peut nous aider à intégrer cette complexité multiple, multicouche, même si on sait que les IA génératives aujourd'hui sont aussi biaisées. Mais comme dirait notre président, il est peut-être plus facile de débiaiser une IA que de débiaiser une personne. Euh, donc c'est intéressant, ça peut vraiment aider l'entreprise à augmenter sa capacité d'intégration, d'adaptation. Euh, mais à quelles conditions? Tout à l'heure, on a parlé de formation, d'acculturation. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques, d'autres prérequis à mettre en place pour utiliser l'IA générative dans Bah, cet objectif de recrutement inclusif, hein? oui, oui, je dirais il y a un moyen, et on avait d'ailleurs travaillé avec une société qui s'appelle Actimage et l'AGFIP sur une expérimentation autour de l'utilisation de casques HoloLens pour simuler des entretiens de recrutement pour des personnes neuroatypiques, hein. Une personne qui va devoir passer un entretien va avoir beaucoup plus de chances d'être en succès à cet entretien si elle est bien préparée. Et l'IA générative peut aider à finalement simuler les questions qui pourraient être posées au candidat avant son entretien de recrutement. Donc il y a une phase finalement d'entraînement et de se dire aussi, et on l'a constaté d'ailleurs par rapport à des gens qui sont dans le spectre autistique, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes d'interagir avec une machine que d'interagir avec un humain. Elles sont pas du tout, du tout, du tout à l'aise avec un humain quand elles discutent. A contrario, discuter avec une machine, ça marche mieux. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur un salon avec Arpège, avec l'association Arpège. J'avais tenu un stand en fait sur les métiers du numérique. Et en fait, je rencontre des jeunes autistes qui m'ont dit, bah, ils voulaient travailler dans le jeu vidéo. Je leur dis, mais c'est quoi le jeu vidéo avec lequel vous êtes le plus à l'aise? Ils me disent, bah, c'est Minecraft. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est un environnement complètement libre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent inviter qui ils veulent, ils dialoguent avec la machine, et donc quelque part, ils ont ce côté très rassurant par rapport à des gens qui feraient du jeu online et qui seraient en contact avec plein d'humains et pour lesquels ça marcherait pas, quoi. Donc il y a cet aspect entraînement, en fait, qui peut être intéressant pour les entretiens de recrutement. Ça peut même être très intéressant parce qu'on sait que ce qu'on appelle la gestion du stress Hmm. est un facteur très important en phase de recrutement, en phase d'intégration, d'onboarding. Donc, le fait de se déstresser avec un entraînement IA génératif, ça peut apporter un sacré plus finalement. Oui, et puis on a des outils, si je prends quelques exemples, dans PowerPoint par exemple, il y a un coach qui permet de voir si on fait une présentation correcte et qui va nous donner des conseils en live, entre guillemets, sur sa présentation. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est trop long? Est-ce qu'on passe les slides trop vite? Est-ce que le vocabulaire qu'on utilise est un vocabulaire adapté à l'auditoire? Donc ça, c'est des choses intéressantes, voire même des outils, si je prends par exemple la version gratuite de OneNote, on a un outil d'apprentissage de la lecture qui permet de se préparer à un entretien parce que voilà, on a préparé son discours, on a envie de s'entraîner, on a envie d'être fluide. Et donc, quelque part, l'IA va pouvoir nous indiquer si on prononce correctement, etc., etc. Donc, il y a toute cette gestion du stress, ouais, comme vous disiez, Guillaume, qui peut être éventuellement améliorée par l'IA générative. Mais au-delà de ça, hein, moi, je l'ai vu, par exemple. Je me suis aperçu que j'avais amélioré moi ma capacité de diction en faisant beaucoup de dictées vocales. Ça va être un peu la même chose avec l'IA générative. On va s'améliorer soi-même en utilisant en fait un environnement numérique qui va nous conseiller sur ce que l'on fait, sur ce que l'on utilise. Après, hein, beaucoup de personnes ont quand même des soucis. Enfin, il y a beaucoup d'électronisme, hein, pour les personnes en situation de handicap, euh, et pas que d'ailleurs. Et, et pour pouvoir arriver à prompter, enfin bon, moi j'ai vu souvent des présentations, hein, que ce soit par le biais de Frédéric Bardot, que ce soit par toi, Philippe, sur l'accessibilité ou autre. On voit des choses qui sont absolument magnifiques, on trouve ça génial. Et quand il s'agit de mettre les mains dedans et de le pratiquer et de l'appliquer pour soi, c'est encore une autre phase. Donc, je pense qu'il y a vraiment des formations à plusieurs niveaux à mettre en place. Et il faut effectivement que les gens soient associés à ces formations, hein. Je te rejoins, Farid, là-dessus,
d'avoir vraiment des personnes en situation de handicap qui soient associées à ces formations pour que nous, organismes de formation, on puisse proposer des formations qui prennent en compte les problématiques des personnes en situation de handicap et qu'on puisse vraiment adapter avec plusieurs niveaux pour pouvoir arriver jusqu'au promptage. Parce que, à la limite, moi, je trouve que ça peut être l'IAGN, l'intelligence artificielle générative, pour moi, ça peut être vraiment quelque chose de ludique, interactif, avec lequel la personne qui est en situation d'électronisme puisse commencer l'informatique. Enfin, et du coup, c'est vraiment l'utiliser comme une clé d'entrée qui peut leur apporter vraiment quelque chose en étant bien sûr avec des formations avec plusieurs niveaux et où ils sont en capacité de pratiquer et de repratiquer et d'avoir des échecs et de prompter de mieux en mieux, etc. Et ça, pour moi, ça, c'est absolument génial. Mais il faut Ouais. mettre les mains dedans. Je pense que là, et c'est un point assez intéressant, Stéphanie, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour nous, on est en année 2 de l'IA générative, mais si on prend déjà les assistants vocaux qui ont été lancés, que ce soit par Google, par Amazon ou autres, qui permettent finalement de faire de l'interrogation en langage naturel, si on connecte une IA générative derrière un assistant vocal, on n'est plus sur une problématique de prompt. On est sur la même problématique que celle qu'on pourrait rencontrer avec un support, hein, en disant, ben, voilà, j'ai un problème, je rencontre tel problème, on l'explique, etc. L'IA en face va nous poser des questions pour compléter parce qu'elle a besoin d'informations complémentaires pour faire son diagnostic. On est vraiment, on sera probablement dans quelques années sur ce mode d'interaction et pas uniquement une interaction sous forme de prompt. Qui effectivement nécessite bah, de taper ou de dicter d'un point de vue vocal l'information. Je pense que le futur de l'IA générative, c'est un peu le Siri, entre guillemets, d'un téléphone Apple, quoi. C'est la possibilité de lui demander ce qu'on a envie de faire, lui indiquer précisément les éléments. Et effectivement, c'est pas toujours simple pour un individu qui n'est pas formé d'être en capacité d'expliquer ce qu'il veut. En fait, c'est là. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans les supports, et je pense que Farid, il doit avoir beaucoup d'anecdotes de collaborateurs sur lesquels voilà, il se retrouve face à des gens qui ne sont même pas en capacité d'expliquer leurs problèmes. Il y a eu beaucoup de blagues autour de ça au moment où on parlait des disquettes insérées dans les ordinateurs, dans des supports où les gens, on leur disait insérer la nouvelle disquette et ils inséraient, mais ils oubliaient de retirer la précédente. Enfin, des petites Oui, blagues. mais c'est vrai que là, pour la SEPH, la GFIP avait fait faire une enquête par le biais de l'IFOP. Il y avait 33% des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui n'allaient pas sur une offre d'emploi parce qu'il y avait une brique informatique Ouais. et 25% des autres. Donc, c'est quand même énorme dans la population, hein, sachant qu'il y a 450 000 personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi. Un tiers ne vont pas sur une offre parce qu'il y a juste une petite brique informatique. Donc, on part de loin quand même. Non, c'est Ouais. clair. Mais les entreprises ne sont pas non plus au fait de ce qui existe en termes d'outils d'accessibilité. Et c'est bien ça le problème. Et quand on voit d'ailleurs, les associations militent énormément pour que l'ensemble des outils deviennent accessibles. La loi s'est renforcée avec le European Accessibility Act au niveau européen, mais quelque part, on n'est pas encore non plus très très au clair par rapport à ça, hein. La loi de 2005, elle n'a pas réglé tous les problèmes, malheureusement, sur l'accessibilité au niveau des outils numériques. On va dans le bon sens, mais c'est très lent et ça va pas assez vite. Très bien, Peut-être merci. une question. Sébastien, Pardon, Louis, Guillaume. tu as peut-être d'autres questions? Ben, j'en ai une. J'ai l'impression qu'on a beaucoup abordé la question de l'IA en entreprise, dans les processus de recrutement. Vous venez de dire des choses absolument passionnantes, mais c'est vrai que dans le chat, j'ai une question sur les obligations des entreprises pour la formation des PSH, notamment au sujet du numérique et aux usages au quotidien du numérique pour les collaborateurs. Est-ce qu'il existe des obligations et j'aimerais dire, est-ce qu'il existe des obligations spécifiques pour les publics en situation de handicap? Où en est-on, en fait, de la formation au numérique pour les PSH dans les entreprises? Alors, il y a une obligation, il n'y a pas d'obligation légale en fonction que vous soyez en situation de handicap ou pas, Louise. C'est une obligation
vous avez votre pourcentage formation que vous pouvez utiliser à votre guise dans dans vos obligations légales. Donc, il n'y a pas d'obligation, enfin, pour répondre de façon précise, il n'y a pas d'obligation légale de flécher vos budgets formation plutôt vers une personne. Je parle pour les entreprises, hein, mais nous, mais évidemment, vous mettez, mais derrière cette question, il y a un sujet clé, c'est que, et je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'introduction, c'est que les personnes en situation de handicap partent avec un retard de formation sur les personnes valides du fait tout simplement, bah, quand vous êtes en situation de handicap, vous êtes allé plus souvent chez le médecin, vous avez eu des grands trous qui vous ont pas permis de terminer votre scolarité de façon classique. Donc d'avoir un parcours d'éducation classique. Donc c'est pour ça que nous, on demande des plans d'investissement ciblés de la part de l'État sur la population des personnes en situation de handicap, tout simplement pour qu'elles puissent rattraper leur retard et être à égalité des chances avec les autres personnes, hein. C'est vraiment l'égalité qu'on vise. Pas... Si demain il nous arrive à vous ou moi un accident, Louise, ça serait tout à fait normal qu'on soit à égalité dans 3 ans. Si parce que pendant 2 ans vous avez pas pu ou j'ai pas pu me former ou travailler, il faut qu'à un moment la collectivité, donc par l'impôt, puisse nous donner la chance de pouvoir se retrouver à égalité parce que votre accident, c'est pas de votre faute. Donc voilà, donc c'est vraiment, je vous remercie vraiment d'avoir, Simplon, d'avoir organisé ce petit moment de réflexion et les questions très pertinentes qui sont posées par ceux qui nous regardent, parce que derrière ce webinaire, c'est vraiment, pour moi, avec les autres associations, un courrier d'interpellation des pouvoirs publics sur ce sujet qui avance très vite et sur lequel il ne faut pas qu'on loupe le train. Donc, merci encore, hein, vraiment, d'avoir posé ce sujet hyper important parce que on ne doit pas louper le train d'un investissement massif dans la formation, d'un investissement massif. Parce que cette technologie va tout bouleverser et si les personnes les plus fragiles sont pas dans le bon train, la menace va être très forte. Après, il y a un Après, abondement qui pardon. peut être fait au niveau du CPF, euh, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Bon, ce qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est que la loi, elle date de 1987, hein, qui impose aux entreprises d'avoir jusqu'à avoir 6% de personnes en situation de handicap. On n'en est que à 3,5% en moyenne aujourd'hui. Alors avec certes des entreprises qui sont à plus de 6% et d'autres qui sont vraiment qui n'ont toujours pas avancé sur le sujet. Et on n'a que 2% de personnes en situation de handicap dans les DSI. Donc les DSI, donc c'est vrai que j'avais bien aimé Philippe quand tu m'avais dit que chez Microsoft vous aviez mis des obligations handicap dans chaque direction, que ce ne soit pas juste le fait de la mission handicap qui s'occupe de recruter des personnes en situation de handicap et qui essaye de les placer dans les différentes directions, mais que chaque direction soit impactée et pour pouvoir accueillir et accompagner. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si vous avez une personne en situation de handicap au milieu d'un panel de gens qui sont tous ingénieurs, plutôt hommes blancs, valides, etc., ça va être plus compliqué pour elle de s'intégrer et d'être reconnue, entendue. Et donc c'est mieux, c'est toujours mieux d'avoir de la diversité et d'avoir plus de personnes. Ça, c'est un peu les personnes en situation de handicap qui nous le disent, hein. Moi, je suis le mouton noir parmi tous les moutons blancs. Euh, donc là, au moins, chez Simplon, cette personne avait pu trouver une formation où elle se sentait entre personnes en situation de handicap et pas jugée parce qu'elle était en situation de handicap. C'est pour ça d'ailleurs souvent que les gens ne se dévoilent pas, enfin, ne dévoilent pas leur handicap parce qu'ils ont peur d'être fléchés comme la bête noire du service. Donc c'est vraiment important de développer dans chaque service des, un accueil pour des personnes en situation de handicap, mais qui soient plusieurs pour que ce puisse être aussi quelque chose de normal et non pas juste l'exception du service. Je rajouterais peut-être un tout petit point sur les obligations en matière de formation. Donc, comme le disait Farid, il n'y a pas d'obligation à proprement parler spécifique pour les gens en situation de handicap. Par contre, il y a quand même une obligation de non-discrimination.
Ça veut dire que si je mets en place un outil numérique, en l'occurrence, qui n'est pas accessible, ben, c'est de ma responsabilité de le rendre accessible parce que sans ça, je discrimine quelqu'un. Si il faut, pour pouvoir maîtriser cet outil, parce que je suis en situation de handicap, que la formation intègre une partie en relation avec comment on l'utilise, parce que j'ai telle et telle situation de handicap, ben, c'est aussi le rôle de l'entreprise de le faire. Donc, s'il y a besoin d'une formation complémentaire, je sais pas, je vais donner un exemple, hein. Prenons Teams par exemple en outil collaboratif. Bah, maîtriser Teams pour une personne non-voyante nécessite un apprentissage de touches de raccourcis. Et bah, si on n'a pas une formation liée à ça, bah, effectivement, on se retrouve avec un outil qui va être difficilement manipulable et utilisable. Et donc, on peut se sentir discriminé par rapport à ses petits camarades. Et donc, à un moment donné, il y a quand même cette obligation de ne pas discriminer les gens en situation de handicap. Après, hein, comme je disais tout à l'heure, 80% des handicaps arrivent à l'âge adulte, donc on a pas mal de gens qui doivent se reconvertir. Ouais. Pour pouvoir se reconvertir, par définition, la formation reste le meilleur outil pour pouvoir changer de métier. Euh, L'autre jour, la DGEFP annonçait qu'il y avait l'année dernière seulement 2% des personnes en alternance qui étaient en situation de handicap, ce qui paraît ubuesque sur tous les métiers, hein. Et, et typiquement, l'alternance, puisqu'on est en pleine campagne, c'est vraiment un outil qui est assez fabuleux pour permettre aux personnes et d'avoir un contrat de travail et de se former et de reprendre des compétences, reprendre des contacts avec des entreprises, etc. Et ça, c'est vrai que bah, la formation, là, typiquement, l'alternance, pour moi, c'est le produit, un des produits qui peut être vraiment phare et à développer au niveau du handicap. Hmm. Après, on a vu sur l'emploi un phénomène aussi et qui est important, c'est que euh, par rapport à des gens en situation de handicap, de temps en temps, il y a de l'autocensure. Nous, à un moment donné, quand on a commencé à travailler un peu sur cette thématique de l'emploi et du handicap dans l'entreprise, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de candidats? Parce que, bah, à un moment donné, on est ouvert à cette inclusion de personnes en situation de handicap, mais je pense que c'est un peu comme beaucoup de missions handicap. Derrière, on se retrouve un peu dépourvu en disant, bah, OK, on publie des offres. Alors, on avait rajouté la mention qu'on est inclusif dans nos recrutements, donc ne pas hésiter à postuler, quel que soit son élément de diversité, parce que je pense qu'en France, légalement parlant, on n'a pas le droit tellement d'aller au-delà de ça en termes de messages lorsque l'on publie une offre d'emploi. Quand on a commencé à vraiment publier sur les réseaux sociaux le fait qu'on mettait en place des outils d'accessibilité, qu'on était inclusif, etc., on a commencé à avoir un certain nombre de candidats. Donc, je pense qu'il faut aussi que les entreprises soient pas non plus timides sur leur communication vis-à-vis de leur capacité d'inclusion de personnes en situation de handicap, parce que cette autocensure de gens concernés bah, peut mener au fait que l'entreprise derrière, bah, elle recrute les gens qui se sont présentés, entre guillemets, aux entretiens. Et puis, pas forcément, enfin, à partir du moment où on se reconvertit, on a du mal à avoir un bac plus 5 en 18 mois, 24 mois. Donc, c'est de commencer potentiellement par des métiers sur des niveaux techniques, hein, de technicien, donc plutôt des bac plus 3 4 avant de pouvoir accéder au bac plus 5. Donc, c'est vrai, c'est de ne pas avoir ces fameuses offres ou c'est l'offre classique et je rajoute RTH au-dessus de l'offre, quoi. C'est vraiment adapté. Et ça, la GFIP aide les entreprises, hein, puisque la GFIP finance des diagnostics, notamment dans les DSI, qui sont réalisés par CGI, pour pouvoir aider les entreprises à définir quelle mission ils vont pouvoir donner à la personne. Donc, après, c'est d'arriver à faire rentrer des ronds dans des carrés. Par exemple, chez Natixis, il n'y avait pas dans la DSI, il n'y avait pas de métier pour des bac plus 3. Ils n'avaient pas la ligne. Il n'y avait que des niveaux ingénieurs. Bon, ben, c'est comment on arrive à casser un peu les codes et les schémas pour permettre à des personnes de rentrer au sein des DSI. Et puis, il y a un problème, je pense, en France d'évaluation de l'expérience. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut comprendre qu'un jeune qui sorte de ses études, les RH soient très vigilants par rapport en fait, au CV parce qu'il n'y a aucune
finalement, ou très peu d'expérience en dehors de l'apprentissage, qui peut être effectivement, ou des stages qui sont réalisés par les jeunes, mais finalement, le CV est assez vierge, et donc les RH se disent, ben, au minimum, je sais à peu près que l'élève, il a été en capacité d'aller jusqu'à ce niveau-là d'études. Et donc l'importance à ce moment-là, c'est vrai que les RH ont du mal à évaluer la qualité de la personne en dehors d'un aspect niveau d'études. Après, quand on va recruter des gens plus seniors qui ont eu des situations de handicap justement bah, en cours de carrière, par exemple, il y a une vraie difficulté à évaluer finalement la compétence de la personne et sa capacité à faire des choses, parce que c'est ça qui doit être évalué. Le CV, moi, si je regarde le métier que j'ai aujourd'hui par rapport à mon diplôme d'ingénieur d'il y a 30 ans, mon diplôme, il n'a plus aucune valeur. Ce qui est important, c'est mon expérience et ma capacité à faire. Et je pense qu'on a du mal au niveau RH aujourd'hui à faire ces évaluations, à se dire, bah, finalement, le CV devient très secondaire parce que la personne, elle a une vie, elle a réalisé un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de résilience chez les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de combativité. Moi, je sais qu'il y a des collègues qui ont du mal à prendre le téléphone pour aller râler auprès de quelqu'un parce que c'est pas dans leur nature, alors qu'à contrario, ben, certaines personnes en situation de handicap vont pas hésiter à aller râler parce qu'ils ont l'habitude de le faire depuis le début de leur vie, depuis le moment où ils ont été en situation de handicap. Ils ont dû se battre pour pouvoir bah, continuer à vivre correctement dans la société, quoi. Donc, et cette compétence-là n'est pas assez mise en avant. Oui, ainsi que les soft skills, c'est vrai. Mais par contre, ce sur quoi les IA génératifs pourraient également aider au niveau des entreprises adaptées, hein, ça serait aussi de travailler sur des nouveaux métiers, Farid, euh, de pouvoir proposer des nouvelles prestations ou que les entreprises arrivent à repérer quelles seraient les missions qui pourraient être aussi données à des entreprises adaptées qui accueillent des personnes en situation de handicap qui sont peut-être parfois Tout un à peu fait, plus éloignées Stéphanie. ou qui ont besoin. Nous, on parle beaucoup d'enrichir le CV, bien évidemment, et je trouve que ça évolue quand même beaucoup. Donc, je suis assez optimiste, hein. C'est vrai qu'on est en plus un pays très, très focalisé sur les diplômes, les grandes écoles, etc. Lorsqu'on est jeune et ensuite ça nous poursuit. Et moi aussi, j'ai un diplôme d'ingénieur qui me sert vraiment, vraiment, vraiment à rien. Euh, 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 mais, mais, euh, mais nous, on pense que c'est important, par de la formation régulière, d'enrichir les CV et de pouvoir rajouter des mots-clés sur les CV. Euh, euh, sur des programmes de formation qu'on a fait dans le numérique, dans le cadre du programme avec la GFIP, on a fait des métiers de testeur, voilà. Et donc, on a mis les trois mots-clés, maîtrise du logiciel HP, maîtrise du logiciel, etc., etc. Et je trouve que ça doit pousser les RH à se dire, bah, ce gars-là, cette personne ou cette personne, elle s'est vraiment spécialisée dans ce secteur de l'IT ou du numérique. Donc, c'est ça dont j'ai besoin, en fait, à l'instant T. Moi, j'ai besoin de faire du test logiciel. Donc, pourquoi pas? OK, il n'a pas fait l'école d'ingénieur, il n'a pas fait Télécom Paris, mais c'est pas grave. En tout cas, il s'est spécialisé ou il s'est spécialisé dans le support de niveau 1 ou de niveau 2 ou dans le script ou dans le Java. Donc, c'est important qu'on puisse, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On fait de la pédagogie auprès des missions handicap, des RH, des DSI. Je sais que la GFIP le fait beaucoup avec le programme qu'elle a monté avec CGI. Il faut qu'on continue à faire cette pédagogie de dire on sort du CV classique et regardez bien, on a formé de façon opérationnelle les personnes éloignées de l'emploi à un métier très spécifique sur lequel vous êtes en plus en tension. Donc en plus, on vous aide à recruter, et gratuitement, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est par de la formation qu'on arrivera à enrichir les CV avec des programmes courts ou moyens courts qui permettent aux personnes de... Et je suis absolument d'accord avec toi, Philippe, beaucoup d'autocensure. On a lancé campagne de recrutement sur des métiers de test pour un partenaire prestigieux qui s'appelle Bearing Point, grand cabinet conseil en stratégie. Les gens, les personnes en voyant le mot Bearing Point se sont dit, oulala, c'est comme McKinsey, j'y arriverai jamais. Bah, pourquoi pas? On avait bien précisé dans l'annonce que on s'attendait pas à avoir des centraliens et des polytechniciens. Et pourtant, voilà, les gens s'auto-censuraient, s'auto-censuraient, je l'ai remarqué aussi. C'est assez drôle, ouais. Mais merci, merci à vous trois pour les réponses
et les ouvertures sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment passionnant, enthousiasmant. Si je reviens un peu sur l'IA générative, donc si je comprends bien, on est un peu tous en mode test and learn, c'est-à-dire que on expérimente, on tâtonne, on découvre, on s'approprie. Et donc à cette occasion, Simplon et APF France Handicap lancent un programme qui s'appelle IA générative au service du handicap, qui est un programme expérimental. Donc si vous souhaitez briser quelques barrières, tâtonner avec nous à travers des ateliers très pratico-pratiques à destination des personnes en situation de handicap, mais aussi réfléchir en interne sur les outils, les process, les méthodes pour intégrer ces IA génératives dans votre activité. Alors là, je parle au monde du handicap, mais c'est au sens large, euh, c'est aussi pertinent au sens large. On va vous transmettre ensuite un petit formulaire et puis vous pourrez marquer votre intérêt, qui que vous soyez en fait, que vous soyez acteur, personne en situation de handicap ou partenaire qui pourrait soutenir l'opération. C'est un programme qui va durer à peu près un an et comme on avait fait l'année dernière avec vous, Philippe, sur les métaverses responsables, à Simplon, on a l'habitude de partager toutes les trouvailles et toutes les bonnes pratiques qu'on a pu récolter à travers nos confrontations avec les différents mondes, hein, le monde de la tech, le monde de l'insertion, de l'inclusion et le monde associatif ou entreprise au sens large. Donc tout ça sera rassemblé dans un livre blanc euh, diffusé le plus largement possible. Le programme n'a pas encore démarré. On est en train de monter l'opération. On est en train de monter une équipe de partenaires porteurs, souteneurs et opérateurs. Donc, on va vous partager dans le chat le formulaire pour nous contacter. Si je comprends bien, enfin, je retiens quand même quelques clés de notre entretien. De un, la formation, l'acculturation massive de tous les publics, les acteurs, pour comprendre en fait l'étendue, les enjeux et les impacts de ces nouvelles compétences qui vont continuer à se consolider, comme le disait Farid, on n'est qu'au début. J'ose pas imaginer ce que ça fera dans 5 ans. Je ne sais pas si Philippe, vous avez des prospectives ou des perspectives comme ça intéressantes, un peu en mode science-fiction, mais on est vraiment au début du début. C'est intéressant d'intégrer le monde du handicap dans ce sujet-là parce que ça servira à tout le monde, bien évidemment. Donc, engagez-vous, comme disait l'autre. Je pense que c'est vraiment super important pour les personnes en situation de handicap et notre société. Je pense qu'en France, on n'est pas non plus les derniers d'un point de vue technologique sur ces sujets-là. Je crois qu'on a des Français un peu partout qui cherchent et qui se positionnent. Donc, ça, on est plutôt fiers au niveau national sur ce point-là. Et je ne sais pas en termes de mots de la fin, parce que je vois qu'il est presque 10h20. Si vous aviez une reco, Philippe, Farid, Stéphanie, à partager avec l'auditoire. Euh, ouais, comme mot de la fin, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que l'IA générative ce n'est qu'une solution complémentaire. Ça m'amuse parce qu'à une époque, il y avait des journaux qui s'appelaient Lecture pour tous, qui dataient des années 1900, hein. Et je me souviens très bien au moment où il y a eu la création des dirigeables, ils imaginaient que chaque policier à un carrefour aurait un petit dirigeable dans son dos pour éviter d'être renversé par des voitures. Quand la calculatrice est sortie, les gens ont dit, mais les gens vont plus savoir faire de calcul mental, ça va être la fin. Et quand l'informatique est sortie, les gens ont dit, mais on pourra plus savoir écrire. Donc je pense qu'il y a toujours cette crainte au début, lors de la création d'un nouvel outil et de la mise à disposition de cet outil, de l'usage qui va en être fait. Moi, je suis plutôt d'un esprit plutôt positif et je me dis, il faut que les gens s'approprient cet outil, le critique, il faut savoir que ce n'est qu'un outil et donc à un moment donné, les résultats peuvent être perfectibles, ils peuvent permettre de faire gagner du temps, ils peuvent permettre, on a un assistant avec soi, hein, on a un copilote et pas un pilote automatique. Et donc à un moment donné, ces nouveaux outils sont des opportunités pour peut-être briser un petit peu les barrières que la société a mis pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça sera ça mon mot de la fin, mais je suis plutôt très positif sur ce qu'on sera en capacité de faire avec ces IA génératives ou ce qu'on peut déjà faire par rapport en fait à l'usage que les personnes peuvent avoir besoin d'avoir. Merci. Farid.
Non, mais très positif et très optimiste aussi, hein. On a vécu la révolution Internet et on s'est adapté. Et au départ, on se disait, oulala, tous les magasins vont fermer, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un bon mix entre le nombre de boutiques dans lesquelles vous avez un vrai plaisir à aller physiquement et un certain nombre de sites d'e-commerce où c'est beaucoup plus pratique pour vous de passer par ce site d'e-commerce. Toutes les révolutions ont amené des choses différentes. Euh, euh, Moi, je lance juste une petite alarme de dire vraiment si on met pas devant une technologie qui va autant être disruptive, si on met pas les personnes, pardon, à égalité des chances sur la ligne de départ, parce que là, on est sur la ligne de départ. On a tous, je trouve, alors, Philippe a certainement beaucoup plus de compétences sur l'IA que nous aujourd'hui, normal, mais si en tout cas, les autres personnes de la salle, on est sur la même ligne de départ et on va faire une course, il faut qu'on soit à égalité sur la ligne de départ. Voilà, qu'on ait tous la même capacité pour faire la course au départ. Et je pense que les publics fragiles, que ce soit les publics en insertion ou les publics en situation de handicap, ont un retard déjà dans le numérique. Donc, sachons le combler pour qu'on soit à égalité sur la ligne de départ de cette vraiment super belle aventure qu'on va vivre avec l'IA. Donc, moi, j'ai envie de la vivre, mais j'ai envie, pour les personnes qu'on accompagne, qu'elles aient les mêmes chances que les autres. Donc, ça passera par de la formation. Oui, très clairement, pareil. Donc la formation va être vraiment la pierre angulaire pour pouvoir. Donc c'est vrai que chez Simplon, on est en veille, hein, sur toutes les futures nouvelles opportunités qui vont sortir en termes de métiers, et on espère que les personnes en situation de handicap effectivement puissent en bénéficier en priorité cette fois-ci. Vraiment profiter des IA génératives pour qu'elles soient en premier. Voilà. Très bien, merci à tous. Merci. Je partage aussi, pour remercier aussi nos partenaires Impact AI et Numeum. Impact AI a publié il y a un an, je crois, un livre blanc sur l'impact de l'intelligence artificielle, un manifeste pour l'engagement collectif. Donc, vous pourrez le trouver sur Internet et j'ai trouvé que c'était assez inspirant, même si, comme le dit Impact AI, depuis un an, il s'est quand même passé beaucoup de choses, c'est toujours inspirant. En termes de ressources, si vous souhaitez pardon, être en veille sur tous ces sujets IA générative for good, la tech au service de l'humain, eh bien moi je vous incite à suivre Frédéric Bardot, notre président, qui est en veille depuis longtemps sur ces sujets et qui partage énormément d'informations. C'est très inspirant. Et puis il y a des podcasts intéressants aussi qui permettent de suivre un peu le sujet et de comprendre ce qui se passe à tous les niveaux. Encore une fois, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Louise et l'équipe de la semaine de l'IA. Merci, Louise. Et merci à tous les participants spectateurs. Ça sera disponible en replay dans quelques jours. On est à votre disposition. Merci à tous. Excellente journée. Merci. Merci. Excellente journée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir à Bonne tous et à toutes.